tous pour cette thématique intéressante qui, en tout cas, nous passionne, l'impertinence élégante dans nos entreprises. Juste pour rappel, si vous voulez bien couper vos micros pendant la présentation, sauf bien évidemment si vous souhaitez intervenir. Et on vous rappelle que ce webinaire sera enregistré et mis à disposition en replay sur notre site DVA Talent Management d'ici une semaine. Donc, oui, j'ai le plaisir aujourd'hui, et comme chaque fois, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec mes chers collègues, Nicole Prudhomme et Aurélie Rezer. Et en fait, qui sommes-nous? Donc, nous faisons partie de DVA Talent Développement, qui est un cabinet de conseil en ressources humaines dont la mission, l'ambition, l'ADN, c'est d'accélérer le développement de vos managers et de leaders en enrichissant leur capital soft skills, en activant leur motivation intrinsèque pour une performance durable et pour l'épanouissement. Pour cela, nous nous appuyons sur différents outils, Assessment Center, formation, coaching, 360, bilan, etc. En ce qui concerne aujourd'hui, c'est bien évidemment, on va démarrer par poser le cadre. Qu'est-ce que c'est pour nous l'impertinence élégante? Ensuite, on va vous présenter le profil et les atouts de l'impertinent élégant. L'impertinence élégante, quel est son statut aujourd'hui en entreprise? Comment est aujourd'hui en entreprise? On va continuer ensuite par la réponse à deux questions importantes. Pourquoi utiliser l'impertinence élégante? Et on va conclure en vous donnant quelques pistes de la manière dont nous pouvons vous aider à développer, à stimuler cette impertinence élégante au sein de vos organisations. Donc, avant de démarrer notre webinaire, je vous propose une introduction musicale. Je vous propose l'impertinence en musique, un morceau qui date de 1705. On écoute. On n'entend pas, Alexandra. On n'entend pas. On n'entend pas? Non. Non. Tu as bien mis à inclure le son de l'ordinateur, Alexandra? Oui. Bon. Là. Je vais repartager. Je suis désolée pour ce... Et là, vous entendez? Oui, ça y est.
la petite pastille musicale. Donc, alors, si, continuons, donc, si ça vous intéresse de la réécouter, c'est Handel qui a écrit ça vers la date exacte. Alors, Nicole, est-ce que tu peux nous dire pourquoi nous avons choisi de parler de cette... Alors, bonjour tout le monde tout d'abord. Et effectivement, on peut être surpris par cette notion d'impertinence élégante finalement, parce que l'impertinence, bah, c'est plutôt associé à un jugement de valeur, à quelque chose qui n'est pas toujours accepté et qui n'est pas toujours une posture constructive. Et puis, si on l'associe à élégante, élégante, c'est avec esthétisme. Si on l'associe à raisonner, raisonner, c'est le côté pas réactionnel, mais plutôt pensé, et courtois, c'est-à-dire avec une intention positive. Alors, cette association, impertinence élégante, prend son sens aujourd'hui pour nous dans l'entreprise parce que c'est l'inverse de comportements valorisés autour du sens politique, du consensus mou, autour de l'adhésion à la vie générale. Et cette notion dont nous allons parler pendant cette heure, vous allez voir, n'est pas assez valorisé, va prendre ses titres de noblesse, nous l'espérons, dans les années qui viennent, et on aimerait vous permettre de l'aborder et de l'appréhender différemment. Aussi, Aurélie, c'est pourquoi nous avons choisi de vous en parler, et Aurélie, si tu nous disais comment aller plus loin. Oui, alors on va là vous mettre à contribution. Comme Nicole le disait, c'est une notion qui n'est pas forcément aujourd'hui toujours très répandue ou en tout cas suffisamment valorisée à notre sens. Donc, on vous propose de nous indiquer dans le chat ce qu'est pour vous l'impertinence élégante. Donc, le chat est ouvert. Certains ont déjà salué d'ailleurs et bonjour à tous en même temps. Donc, n'hésitez pas à indiquer des mots, des phrases, des exemples voilà, qui vous feraient penser à ce qu'on appelle l'impertinence élégante. On vous laisse une minute de façon assez rapide. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a bien sûr pas de bonne ou de mauvaise réponse. Alors, une personne nous dit le courage d'assumer ses idées, ses intuitions et le partager avec aplomb. Humour et bienveillance. Idées, exemples, communication assertive. Oui. Dire les choses avec une pointe d'humour et surtout un sourire. C'est intéressant, on retrouve à la fois des compétences, des comportements et des façons de faire dans ce que vous proposez. Et des conseils, quelque part, je dirais. D'autres idées? Finalement, beaucoup d'attitudes positives autour de cette impertinence élégante. Absolument. Alors, on vous propose peut-être de compléter avec nous notre vision de l'impertinent élégant. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à alimenter dans le chat à tout moment. Ah, on a une autre suggestion. Donc, c'est la capacité à faire une remarque qui peut éventuellement provoquer, être à contre-pied, non consensuel, mais avec humour et bienveillance. La notion d'humour apparaît plusieurs fois. Courage et empathie. J'ai le plaisir de vous dire que vous avez tous raison.
Alors, on va vous proposer, nous, notre définition, ou du moins le profil hein, que l'on met derrière l'impertinent élégant. Donc, si peut-être Mathieu, tu peux passer le slide suivant. Donc, Nicole, pardon, pas Nicole, c'est Alexandra, je crois, que tu souhaitais nous dire ce qu'est, selon nous, et ce que n'est pas aussi l'impertinence élégante. Donc, disons comme tu l'as dit, l'ensemble des réponses nous vont à 100%. C'est tous, mais il vaut mieux le préciser. Donc, l'impertinence élégante ne veut pas dire arrogance, insolence, humour blessant. Donc, c'est pour ça que vous avez utilisé l'humour bienveillant. C'est absolument pas du tout du sarcasme. C'est pas un esprit négatif et une opposition systématique, quelle que soit la proposition et la décision que l'on a en face. En revanche, dans la manière dont on perçoit l'impertinence élégante, là, il s'agit d'une clairvoyance. Donc, on a à la fois aussi le potentiel, les capacités intellectuelles, en plus des comportements, de l'humour, des sourires que vous avez précisés. C'est une clairvoyance qui observe, analyse, tact, avec délicatesse, avec empathie, tous les mots que vous avez utilisés, ce que les autres n'ont pas envie de voir ou d'entendre. Donc, pour nous, l'impertinence élégante, c'est une forme d'indignation fertile. Pourquoi fertile? Parce que l'impertinent élégant a une intention positive à la base. Il est ouvert aux autres, il pense aux autres. Son objectif n'est pas de blesser ou de bousculer les autres. Son objectif, en faisant prendre conscience de la nécessité de faire bouger les lignes et en amenant les autres avec lui. Alors Aurélie, est-ce que tu peux... Non, élégant. Bien sûr. Donc, comme le disait Alexandra, finalement, l'impertinent élégant, au global, c'est quelqu'un qui va être en capacité d'exprimer un désaccord constructif, fertile, comme le disait Alexandra, tout en restant en lien avec les autres. Donc, cette double notion est très importante. La difficulté qu'on rencontre, j'irais parfois, voire souvent, dans les organisations, c'est qu'on peut finalement éprouver des difficultés à exprimer un désaccord sans s'énerver et donc sans couper ce lien. Or, l'impertinent élégant, lui, va avoir cette capacité. Donc, les qualités, je dirais, que l'on met, nous, derrière l'impertinent élégant, et vous allez retrouver certaines choses que vous avez avancées dans le chat, c'est quelqu'un qui fait preuve de curiosité, ce qui lui permet d'explorer le champ des possibles, d'autres possibilités. Une personne, on n'a pas cité tout à l'heure, indiqué « think out of the box », donc penser hors du cadre. Donc, c'est effectivement une qualité intéressante. Faire preuve d'esprit critique, là encore un esprit critique qui est constructif, qui est fertile, qui vise à un mieux, à une amélioration, à d'autres idées. La vision holistique, qui est aussi importante, la pensée latérale. Donc là, on retrouve finalement tous les éléments qui vont lui permettre de proposer des chemins différents. Et sur la partie finalement garder le lien, vous allez retrouver des qualités comme l'intelligence émotionnelle. Donc, pour adapter son discours, sa posture et la façon dont on l'amène pour ne pas couper le lien avec l'autre. La finesse verbale et relationnelle qui est essentielle. Une personne citait aussi la communication non violente. Donc, tout à fait, c'est un outil qui peut être utile dans ce cadre. L'impertinent élégant, c'est aussi quelqu'un qui est dans la compréhension et pas le jugement. Donc, même lorsqu'il va proposer une idée différente, ce n'est pas pour dévaloriser ce qui était fait jusque-là ou ce que d'autres peuvent proposer. L'audace, donc c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la curiosité, hein, l'audace, le fait d'oser.
Et puis enfin, ce qui nous semble essentiel, c'est le sens de l'intérêt général, puisque, encore une fois, c'est une personne qui veut contribuer pour le collectif, en fait. Ce n'est pas pour nourrir une ambition ou un ego, une ambition personnelle ou son ego. Alors, si on va un petit peu plus loin sur les atouts de cet impertinent élégant, donc déjà, c'est quelqu'un en fait qui connaît les codes, qui connaît la politique de l'entreprise, qui les accepte pleinement. Donc, ce n'est pas un rebelle, ce n'est pas une personne qui va faire des propositions totalement hors sol, elle va prendre en compte l'environnement dans lequel elle évolue. C'est une personne qui, par son esprit critique, a la capacité de voir les angles morts, de faire du risk management, donc d'assurer aussi un rôle d'alerte par rapport à certaines situations qui pourraient devenir problématiques. C'est quelqu'un qui va taquiner, qui va jouer avec la ligne, qui va être capable de sortir du cadre, comme on le disait tout à l'heure, et donc de faire bouger certaines lignes, tout en s'incluant encore une fois dans le cadre dans lequel il évolue. Donc c'est quelqu'un qui va remettre en question, confronter les idées, les décisions, les plans d'action, pour éviter en fait une tendance qu'on voit dans les entreprises aujourd'hui, qui est de finalement répéter plus ou moins la même chose. Donc on va faire la même chose en changeant un petit élément pour dire que l'on a innové, là où l'impertinent élégant va aller plus loin. C'est quelqu'un qui ose dire ce que les autres n'osent pas dire. Donc le roi élu, si vous connaissez cette expression. Ce sont des qualités qui sont essentielles pour apporter aussi de la créativité, de l'innovation dans les entreprises. Il y a un anthropologue, si vous connaissez Emmanuel Joseph Daly, qui disait que seuls 4% des adultes ont gardé cette capacité, cette qualité enfantine qu'est la créativité. Donc, vous voyez qu'on est 96%, que vous en fassiez partie ou pas, qui peuvent, je dirais, renouer avec cette qualité enfantine, et ça pourra être utile pour l'entreprise. Alors, Nicole, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les entreprises, finalement, malgré tous ces atouts qu'on a listés, ne valorisent pas, ou peut-être pas suffisamment en tout cas, cette impertinence élégante? Alors, pourquoi? En fait, nous notons que c'est finalement une posture désirable intellectuellement, mais difficilement acceptable émotionnellement. Ça veut dire quoi? Désirable intellectuellement, on prône dans l'entreprise. On t'entend pas, Nicole. On t'entend pas. Si, Pourtant, rien n'a été touché. si, Vous si, m'entendez? On vous entend très Oui. bien, Nicole. Bon. Oui, oui. Alors, c'est une posture désirable intellectuellement parce que dans l'entreprise, on prône l'expression des désaccords, oser dire ce que vous pensez, innover, questionner. C'est ce que l'on attend des collaborateurs, mais en même temps, émotionnellement, ça devient plus compliqué quand ils sont perçus comme un petit peu des empêcheurs de tourner en rond, comme des ralentisseurs. Ils sont perçus comme ceux qui vont remettre en cause finalement une stratégie ou une position. Et à ce moment-là, ils peuvent être considérés comme des gens qui sont désobéissants, qui vont pas dans la ligne, qui respectent pas la hiérarchie. Et en fait, le non-respect de la hiérarchie, c'est un peu compliqué quand c'est perçu comme ça, d'ailleurs, parce que les managers ne sont pas eux-mêmes équipés pour gérer ça, pour gérer ce type de posture, et qu'ils associent à une contestation des cadres, des normes et des règles en vigueur, plutôt que une posture qui serait liée à une volonté de faire bouger les lignes, comme le disait Aurélie tout à l'heure, ou une volonté de re-questionner. Et à ce moment-là, il y a une confusion entre
confrontation, affrontement, volonté de remettre en cause ce qui existe et surtout, finalement, de se mettre dans une posture d'ouverture qui va permettre d'envisager la remise en question comme un outil de progrès, en fait. Et ça, cette posture-là n'est pas encore très développée dans l'entreprise. Elle est source de tension et on n'est pas encore à l'aise avec la notion de conflit. Finalement, le conflit est toujours considéré comme quelque chose de négatif. Quand on sort d'un CODIR et qu'il y a eu des désaccords, on se dit le CODIR n'est pas solidaire, ils ont du mal à travailler ensemble. Et ces sources de tension-là, finalement, sont pas utilisées à bon escient pour aller plus loin au-delà de ces réactions premières. Alors, Alexandra, peux-tu nous dire quels sont les vrais risques en entreprise de ne pas utiliser, à la limite, cette impertinence élégante? En fait, si l'impertinence élégante est perçue par certains managers comme un danger, selon nous, les vrais risques en entreprise se situent à un autre niveau. Donc, d'ailleurs, j'ai trouvé cette petite pastille à la l'échange entre un collaborateur et son manager. Le collaborateur qui dit « Très bien, monsieur le directeur, aujourd'hui, nous avons appris une nouvelle de ne pas faire un couteau télescopique. » Voilà. Donc, c'est le gel. Parmi les risques qu'on a identifiés, c'est le gel. Donc, vous voyez cette ardeur à suivre une personne, un responsable hiérarchique, à appliquer les consignes, les règles, les normes à la lettre sans prendre la moindre initiative. C'est bien évidemment les courtisans. Je pense qu'on en a tous connus au long de notre parcours professionnel. Leur objectif, c'est de gagner les faveurs du prince. En fait, c'est la faveur du responsable hiérarchique. Il y a bien évidemment les bénis oui-oui qui, pour des raisons X ou Y, ils peuvent manquer de confiance en eux. Ils aiment être challengés. Ils n'aiment pas challenger les autres. Leur objectif, c'est de ne pas faire de vagues, juste être accepté et, si possible, passer inaperçu. Il y a ensuite, bien évidemment, les bons soldats, donc qui vient juste derrière le chef et qui dit de manière directe ou indirecte « Chef, je suis là, tu peux compter sur moi quoi qu'il arrive ». Il y a les mecs sympas. Nous avons mis entre guillemets parce que le mec sympa, il est le faux rassembleur. Donc lui, il veut juste que tout soit bien, sans tension, sans conflit, sans brusquer personne. Et bien évidemment, il y a le politiquement correct, pareil, les politiques de l'entreprise, ils ne veulent pas questionner la ligne hiérarchique parce qu'ils se disent, si je le questionne, si je le challenge, si je ne suis pas d'accord avec eux, ça peut me coûter ma place. En fait, et avec tous ces comportements-là, avec toutes ces attitudes, le risque est qu'on peut tourner en rond. On peut tourner en rond et on peut ne pas voir les choses venir. La citation que vous trouverez en haut du slide, nous étions tous d'accord, nous avons tout bien fait et pourtant nous avons échoué, c'est la déclaration du directeur général de Nokia quand il a appris que finalement Microsoft allait acheter Nokia. Il ne s'y attendait pas, il a travaillé d'arrache-pied avec son comité de direction, mais certainement qu'ils ont fait plus ou moins de ce qu'ils avaient fait auparavant. Donc, ça veut dire que ces attitudes, le zèle, les courtisans, le béni oui-oui, le bon soldat, les mecs sympas, ils vont nous conduire à un consensus mou, donc mou et lénifiant. Le risque aussi, c'est la pensée à sens unique, la pensée tunnel. Donc, on n'ose pas faire un pas de côté
voir ce qui s'y passe. On a tendance à être dans le copier-coller. Dans telle situation, avant, on a appliqué cette solution et ça a marché. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas maintenant. Et tout ça conduit à une certaine difficulté à s'adapter à la complexité, à la nouveauté, au changement qui, le savons tous aujourd'hui, c'est devenu la norme. Donc, Nicole, tu peux nous dire, même si on a tous compris, quels sont les avantages de l'impertinence élégante en entreprise, est-ce que tu peux nous préciser pourquoi c'est important de l'encourager? Tout d'abord, en fait, ce qui peut paraître surprenant, c'est nous avons voulu générer de la performance et du bien-être. En fait, c'est apprendre la transparence, la confiance, l'efficacité. Finalement, les non-dits dans les séances sont toxiques. De tous les CODIR ou les conseils d'administration où finalement on a, comme disaient Alexandra et Aurélie, un consensus, sont toxiques. Pourquoi? Parce qu'au sortir des réunions, finalement, on a une deuxième réunion où on se parle de choses qui ne conviennent pas. Et c'est ça qui est toxique et qui n'amène pas finalement le côté collectif. Le côté collectif que l'on peut noter quand on dit rendre l'entreprise plus désirable, en fait, donner l'image d'une entreprise avec de la force, qui valorise l'intelligence collective pour avancer vers les objectifs. L'impertinence élégante, bien sûr, va stimuler la créativité, l'innovation, en requestionnant les certitudes, en abordant le doute avec intérêt et en se disant que ça va nous permettre de re-questionner, en jouant le rôle du profane pour valoriser l'expression. Ça permet de contribuer au développement des collaborateurs qui vont oser s'exprimer, oser donner leur avis et développer cette compétence qui devient une compétence essentielle et importante, tout en renforçant l'agilité face à la complexité et à la nouveauté, puisque, vous l'avez compris, c'est une façon aussi, comme on le disait, de re-questionner, d'aller plus loin, d'aller ailleurs et de collectivement se reposer les questions. Et ça adresse le dernier point, qui est celui de relever les défis que le marché lui impose ou qu'elle se donne. Les défis qui sont aujourd'hui les défis à très court terme, moyen terme et long terme, mais les défis souvent à très court terme. En fait, Alexandra, peut-être vas-tu pouvoir nous dire comment dans l'entreprise on va pouvoir la gérer et l'accueillir, cette impertinence. D'accord. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, Nicole, je vais quand même donner la parole à Aurélie. D'accord. Il nous a préparé des petites réponses à ces questions. Merci. Et qui a une bonne nouvelle au passage, qui a une bonne nouvelle à nous donner. Alors, la bonne nouvelle, vous la voyez, c'est que l'impertinence élégante s'apprend. Comme le disait Nicole en introduction, l'impertinence élégante, c'est un comportement qui est réfléchi, c'est une posture réfléchie. Donc, on n'est pas dans la réaction, hein, d'où le fait qu'on puisse se préparer, développer cette posture. Je dirais le premier prérequis, c'est de développer les compétences du profil hein, qu'on a évoqué tout à l'heure et que vous avez vous-même cité dans la conversation. Et puis ensuite, c'est de se préparer, de s'entraîner aussi, hein, de se mettre en situation pour voir aussi, je dirais, dans la réalité, les bénéfices que cela peut apporter. Un des premiers éléments, c'est de bien s'assurer que notre intention est tournée vers une intention positive, hein, de construire, de faire avancer les choses, pour vérifier qu'on s'inscrit bien dans le sens de l'intérêt collectif, comme on le disait tout à l'heure, et non pas que ça nourrit une ambition, une volonté uniquement personnelle. C'est important de s'assurer qu'on comprend et qu'on prend en compte aussi les enjeux, les besoins individuels et collectifs de l'organisation pour ne pas être totalement hors sol.
Donc, penser hors du cadre, oui, mais le considérer néanmoins pour ne pas être perçu effectivement comme un rebelle ou une personne à côté des autres. Et puis après, sur la façon dont on va aussi avancer ses idées, ses propositions, c'est se préparer à d'éventuelles oppositions ou résistances, donc essayer de les anticiper pour pouvoir ajuster notre intervention, pour éviter qu'on tombe dans le risque de la revendication. Donc, préparer d'autres arguments, chercher à comprendre son auditoire pour donner du sens à ce que l'on va avancer et montrer l'intérêt pour le collectif, les individus, les équipes, etc. Et dans les comportements, ça va passer par prendre le temps de bien observer les situations et puis nos interlocuteurs, hein, donc dans le verbal et puis aussi le non-verbal pour capter si à un moment il y a par exemple un doute ou voire une opposition qui va se créer chez l'autre. Écouter activement. Hein, la posture de l'impertinent élégant est toujours en lien avec l'autre, on le disait, donc c'est la capacité aussi à rebondir dans l'échange si on nous propose encore d'autres approches, d'autres points de vue. S'ouvrir à l'autre avec curiosité, donc c'est quelque part ce que je viens d'évoquer à l'instant, et surtout de suspendre cette notion de jugement. L'impertinent élégant, bien sûr, a une conviction quelque part qu'il porte au travers de ses idées, mais pour autant, c'est une conviction qui reste à l'écoute d'autres choses et donc il ne va pas juger négativement des propositions qui seraient différentes de la sienne pour autant. Donc, on retrouve cette notion de lien. Nicole, est-ce que tu aurais d'autres conseils peut-être pour se préparer et développer cette impertinence élégante? Continuons. Choisir le bon moment, dit-on. En fait, tout d'abord, c'est identifier les priorités. Oui, bien sûr, tout ne se traite pas au même niveau et on a un travail personnel à faire à ce moment-là, qui est celui de se dire est-ce que c'est un sujet qui est essentiel, important, ou bien est-ce que c'est un micro-sujet que l'on peut traiter ailleurs et différemment. Pour l'impertinence élégante, il s'agit de formuler des propositions émotionnellement recevables. On l'a déjà évoqué un peu. En fait, il faut revenir à l'intention on a une intention constructive qui est celle de faire avancer la situation. Et il faut cependant faire attention pour que les gens ne se sentent pas jugés et qu'il y ait finalement un distinguo entre quelque chose qui est plus factuel, qui est constructif et non pas qui court le risque que les gens se sentent attaqués. On dit ici exprimer une divergence avec courtoisie, humilité, maîtrise émotionnelle. C'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure dans les suggestions concernant l'impertinence élégante. Et on propose d'accepter l'impertinence des autres parce que finalement, c'est favoriser l'effet boomerang qui a un côté vertueux. Et on se met à jouer dans ce registre-là, et ce qui permet finalement de développer une posture de créativité et une posture aussi autour de… On fait la différence entre la question ouverte, qui est celle qui permet de mieux comprendre le point de vue de l'autre, c'est que fais-tu? On ouvre dans ce sens-là, alors que le questionnement ouvrant, lui, sert à ouvrir de nouvelles perspectives et stimuler la créativité. C'est plutôt comment peut-on agir et ça permet d'ouvrir les chakras. Sur ce sujet-là, on voudrait faire référence à Einstein qui dit « N'écoutez pas la personne qui a les réponses, écoutez plutôt la personne qui a les questions ». Et ça va tout à fait dans le sens de ce que l'on vient d'évoquer. Et on peut faire une référence aussi à la notion de questiologie. Vous pouvez aller voir aussi sur YouTube. Il y a une personne, par exemple, comme Frédéric Fallis, qui fait des formations sur la questiologie, mais beaucoup d'autres personnes le font. Et
regardez ce sujet-là, vous verrez que ça nous donne des façons de penser et d'agir qui tournent autour de l'impertinence élégante. Alors, l'entreprise a un rôle, effectivement, dans le développement de cette impertinence et Alexandra va nous dire un petit peu ce que l'entreprise va pouvoir faire. De l'entreprise, c'est d'arriver à un équilibre entre, bien évidemment, le besoin de cadre et de structure. Un minimum de cadre et de structure est nécessaire, et la nécessité de faire bouger les lignes. Je vous l'accorde, cet équilibre n'est pas toujours facile à trouver et à maintenir. Il faut parfois avoir un don de prestidigitateur, mais ce n'est pas inaccessible. Alors, comment peut-on arriver à cet équilibre? Je pense que peut-être une des principales choses à faire, c'est de revoir cette notion de bon collaborateur. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui un bon collaborateur pour notre entreprise? Comment doit-il se comporter pour faciliter plus d'authenticité et j'ai envie de vous dire pour rendre l'entreprise plus désirable. Aujourd'hui, les recruteurs nous disent qu'ils ont de plus en plus du mal à recruter les générations Y et Z parce que leur rapport au travail a beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez entendu, il y a peut-être un mois. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais ce qui est important, c'est le ratio. Il y a 10-12 ans, les jeunes diplômés, autour de 75% des jeunes diplômés rêvaient d'intégrer la fonction publique. Aujourd'hui, à peu près le même pourcentage de jeunes diplômés rêvent de créer leur propre entreprise. Donc ça en dit long sur les difficultés des recruteurs à trouver les soi-disant bons candidats et puis aussi à les fidéliser et à les retenir au sein de l'entreprise. Une autre chose qui peut aider, qui peut favoriser l'expression de l'impertinence élégante, c'est donc de la verticalité, réduire les différents étages et strates managériaux, travailler beaucoup plus en mode projet avec des expertises et des points de vue différents. Il y a aussi la nécessité d'assouplir certaines règles, normes, usages, parce qu'on voit bien dans certaines organisations que plus il y a de règles, plus il y a de normes, moins on réfléchit. Et ça, dans un environnement qui bouge beaucoup, dans un environnement où le changement est devenu la norme. Bien évidemment, j'ai envie de dire que chaque entreprise devrait se doter d'un détecteur de consensus mou ou de pensée molle. Et dès qu'on sent ces deux choses-là pointer leur nez, allumer les warnings, se méfier parce qu'aujourd'hui, de garder l'harmonie au sein de l'équipe, développer la coopération, développer la transversalité. On a tendance à valoriser les gens qui veulent pas de vagues, qui sont toujours en train d'arrondir les angles, qui n'osent pas dire ce qui va ou ce qui va pas. Accepter la remise en question à 360 degrés, c'est-à-dire le manager est censé donner du feedback à ses collaborateurs, mais aussi demander du feedback à ses collaborateurs, à ses pairs, de façon systématique, de façon à créer un cercle vertueux où chaque partie apprend de l'autre, collaborateur, manager, et les autres. Et se laisser challenger sous forme de jeu. On peut organiser des mini-séances de brainstorming où voilà, on demande à nos pairs, à nos collègues, à nos collaborateurs de nous challenger en posant comme principe il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise
position. Ça aide tout le monde à réfléchir et à s'enrichir du point de vue de l'autre. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur le rôle de l'entreprise par rapport à l'impertinence élégante? En fait, je crois qu'il est important de dédiaboliser le désaccord. En fait, jusqu'ici, on envisageait le conflit ou la discorde comme plutôt comme de l'insuccès. On trouvait que les CODIR avaient du mal à fonctionner. Or, nous, ce que l'on propose, c'est de les envisager comme une opportunité de passer à autre chose et d'évaluer et d'évoluer. En fait, il s'agit donc de réhabiliter, orchestrer la confrontation fertile, cette notion de confrontation fertile, pour éviter la pensée unique. C'est solliciter les avis de chacun. C'est, même si on sait qu'il va y avoir des désaccords, c'est oser le faire. En ménageant des espaces de confrontation positive, des interfaces qui vont favoriser l'échange et les tensions constructives, demander le point de vue, apprendre chacun à faire des interventions constructives, ce qui n'est pas si simple. C'est y réfléchir avant, c'est préparer, c'est c'est prendre de la distance entre ses émotions et ce que l'on veut faire passer comme message. Donc, ça se prépare. C'est créer du dissensus, du désaccord, de la remise en question et de l'indignation. Nous travaillons, nous, avec quelques CODIR, avec des conseils d'administration. Et finalement, quand on sort d'un conseil d'administration où tout s'est bien passé, quand on dit tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de désaccord, ça s'est très vite passé, d'ailleurs c'était efficace, ça a duré qu'1 heure, eh bien, c'est pas forcément ce qui est le plus positif, parce que là, on peut faire du copier-coller, on peut courir le risque de ne pas être passé à côté de quelque chose qui justement est un risque. Et on a là finalement aussi cette notion de risque management qui apparaît, c'est-à-dire que en créant du dissensus et du désaccord, on permet d'imaginer des risques, d'anticiper et de voir au-delà de ce qui semble être une évidence. En fait, on a aussi encouragé l'expression de tous les points de vue et oppositions avant de trouver des solutions, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde complexe, il est important de ne pas décider trop vite, il est important de solliciter d'autres points de vue et là, pour le coup aussi, d'oser être impertinent et de créer les conditions dans un temps ultime qui conduisent à un vrai consensus pour une solidarité dans l'action. On a véritablement dans la réflexion, il est important de promouvoir cette notion d'impertinence élégante pour pouvoir ensuite, dans le temps de l'action, créer cette solidarité. Voilà pour ce qui concerne notre présentation de ce matin. On va avoir, j'espère, de votre part des questions. Mais Alexandra, peux-tu nous dire comment DVA peut nous aider dans cette approche? Alors, donc, bien évidemment, il y a toute la partie training, que nous, on appelle de plus en plus training, pas forcément parce qu'on est adepte des anglicismes, mais parce que cette notion de training porte en elle la notion qui nous est très chère d'entraînement. C'est-à-dire que nos capsules de formation, nos modules de formation, c'est vraiment, on essaye de créer, comme dans un laboratoire, d'expérimentation et d'entraînement à différentes approches et méthodes. Et par rapport à l'impertinence élégante, ce qui nous paraît essentiel, c'est l'écoute active. Nous, on voit dans nos prestations d'assessment center, de bilan, voire de coaching, il y a l'écoute active est souvent confondue avec j'entends, alors que écouter activement et entendre, enfin, on passe à un autre niveau. Il y a beaucoup de gens qui entendent mais qui n'écoutent pas activement. C'est
tourner, écouter activement, c'est écouter le verbal, le non-verbal, les émotions qui se cachent derrière les mots, etc. On propose une capsule dédiée à la questionologie, avec de l'entraînement, comment peut-on mener des entretiens ou des discussions où je ne fais que poser des questions, je ne m'autorise pas à formuler des affirmations. Il y a bien évidemment des ateliers de pratique de développement de la pensée latérale. Il y a aussi la prise de parole en public. Vous avez parlé tout à l'heure de communication assertive, c'est important. Il y a la communication créative, d'inspiration qui tire son inspiration des techniques de la communication non violente. Mais nous, ça nous paraît un peu trop violent, ce terme de communication non violente. Et en fait, on l'appelle communication créative parce que quand on utilise la communication non violente, on co-crée ensemble avec son interlocuteur de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles pistes de solutions. Et bien évidemment, l'intelligence émotionnelle qui est un vaste chapitre. Bien évidemment, on propose aussi l'entraînement des codires et des comex à l'impertinence élégante pour renforcer le fonctionnement collectif, la satisfaction individuelle, pour créer vraiment un esprit de corps de l'ensemble des membres du codir qui fonctionne de manière authentique, qui fonctionne donc, notre pédagogie pour tout ça, ce sont, comme je vous le disais, des actions ludiques ancrées dans la réalité des participants, des expérimentations pratiques à partir des cas ou des problématiques qui sont présentées par les participants, beaucoup de jeux de rôle suivis de feedback, et donc voilà, des applications concrètes dès le lendemain du training ou de la capsule de formation. Est-ce que par rapport à tout ce que nous vous avons présenté, vous avez des questions, des remarques, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, qui vous gêne? Donc, on prend tout. N'hésitez pas. N'hésitez pas à allumer votre micro. Je vois que Frédéric Brez souhaite prendre la main, si je ne me trompe pas. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette présentation très intéressante. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Très bien. Oui. Moi, j'avais une question, savoir si il était possible, s'il était conseillé, par exemple, de privilégier plutôt les formations en intra avec une équipe constituée. Typiquement, est-ce qu'on peut proposer ce type de prestation pour un CODIR complet, ou est-ce qu'il vaut mieux envoyer chaque membre du CODIR de manière individuelle pour échanger avec d'autres collectifs autres que celui de l'entreprise? J'ai envie de vous dire que idéalement, donc on fait ça en intra, donc avec les membres du CODIR ou du COMEX pour leur apprendre à travailler différemment dans des formations avec d'autres membres de CODIR, parce que c'est une source d'enrichissement, on se confronte avec d'autres cultures d'entreprise, avec d'autres cultures de CODIR, mais idéalement, c'est les deux phases, interne, externe. S'il n'y a pas cette possibilité-là, nous, on préfère travailler avec l'ensemble des membres du CODIR, parce que si vous voulez, c'est pas évident, c'est pas parce que vous avez la théorie, c'est pas parce que vous avez fait une ou deux séances que de nouvelles habitudes s'installent. N'oubliez pas que dans tout processus d'apprentissage, il faut tout d'abord désapprendre les anciennes choses pour apprendre de nouvelles choses. Et ça demande du temps, même s'il s'agit d'un CODIR qui sont des gens au même niveau que nous. Ok.
Merci. Actuellement, on est sur le déploiement d'une démarche sur l'intelligence émotionnelle. Nous avons un nouveau directeur qui arrive, donc potentiellement des mouvements aussi au sein du CODIR, mais certainement un CODIR à remodeler. D'où ma question, mais je pense que je reprendrai contact avec vous prochainement. D'accord, merci beaucoup. Merci. On a une autre personne, je crois, qui a levé la main. Oui, bonjour. Je voulais savoir aujourd'hui, est-ce que il y a des sociétés dans leur recrutement qui identifient clairement justement ce genre de profil et recherchent ces profils-là, ou on est toujours dans un... On voit qu'effectivement les envies des nouveaux candidats changent, comme vous disiez, que du coup, on préfère monter leur société. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des sociétés bien installées, bien historiques, qui au contraire, justement, recherchent ces profils-là de façon identifiée? Ou, enfin, c'est pour savoir un peu votre démarche et tout ce que vous avez expliqué. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel peut-être vous êtes très en avance et aujourd'hui les entreprises n'ont peut-être pas encore amorcé cette démarche, ou aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment un profil qui est recherché? Répondre en premier, puis je vais laisser Nicole et Aurélie de répondre. Sur papier, quand vous regardez les annonces, les différentes annonces, qu'est-ce que veulent les entreprises? De l'esprit critique, du leadership authentique, de la prise d'initiative, du courage. Sur papier, c'est ça. En revanche, je ne suis pas sûre que dans les faits, toutes les entreprises sont prêtes à vraiment choisir quelqu'un qui prend des risques, qui prend des initiatives, qui fait bouger les lignes, sauf exception dans des départements ou dans des secteurs où il y a vraiment un peu besoin de secouer le cocotier. Après, il y a les startups. La pertinence élégante, vous allez davantage la retrouver parce que quelque part, c'est leur ADN, c'est ce qui leur permet de s'agrandir et de se développer, en sachant que là, nous, on est sollicité pour les startups qui ont aujourd'hui, comme elles ont grandi, elles ont besoin d'un peu de structure et de cadre. Donc, elles ont besoin, vous voyez, il y a trop peut-être d'impertinence élégante. Donc, il faut équilibrer la situation en mettant un peu de structure et de cadre. Voilà ma réponse. Est-ce que vous voulez compléter, Aurélie? Nicole? Non, je pense que tu as tout dit. On voit effectivement que dans les grands groupes, je dirais au sein des services RH, il y a quand même cette volonté affichée effectivement de s'orienter vers ce type de profil. Après, dans les faits, ça va dépendre des degrés aussi de maturité par rapport à cette question des différentes équipes et des managers aussi. Donc, vous avez des managers qui sont déjà enclins, je dirais, à intégrer ce type de profil parce qu'ils ont eux-mêmes ce type de compétences ou en tout cas l'intelligence émotionnelle pour accueillir ce type de profil. Là, vous avez d'autres managers pour qui c'est moins évident parce que plus attachés au cadre, à des lignes précises. Donc, ça va plutôt se passer, je dirais, différemment en fonction des équipes. Aujourd'hui, ça avance comme ça. C'est par département, en fonction des managers. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Rien à ajouter, avec seulement peut-être dire que, en parlant des startups, effectivement, ce comportement est un comportement valorisé et qui fait partie de leur ADN. Et quelquefois, quand elles deviennent licornes ou plus grandes, enfin avec beaucoup plus d'importance, des comportements plus top-down, plus classiques, réapparaissent un peu. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça, de bien garder cet esprit autour de l'impertinence courtoise qui, bien sûr, ne gêne pas l'efficacité. Il faut surtout il faut pas que des liens comme ça se fassent, quoi. Ça prend du temps, c'est-à-dire que vous parliez du recrutement, mais je dirais même une fois que ces personnes sont intégrées, ça peut prendre du temps aussi pour que l'équilibre que présentait Alexandra tout à l'heure entre le cadre et cette pertinence soit trouvé. Et on le voit dans beaucoup d'entreprises qui ont lancé l'agilité, par exemple, si on fait le parallèle avec ça,
où ils sont en recherche toujours d'équilibre entre cette agilité nouvelle et puis le cadre qui existait ou qui leur semble important. Donc, ça prend du temps. Et on a peu parlé de cette notion de clone aussi, avec en fait des managers qui disent dans le recrutement, tiens, je vais recruter cette personne parce qu'elle me ressemble et je crois que je vais bien fonctionner avec elle. Et ça, évidemment, ça entache un peu l'aspect ouverture à d'autres manières de faire et aussi cette recherche d'impertinence courtoise. On se dit vraiment souvent, ah, il me ressemble, je vais bien travailler avec lui. Merci. Dosage et équilibre. Dosage et équilibre. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Faisons ensemble de pensée latérale, messieurs, dames. Je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent. Et moi, je propose, il est déjà 10 heures passées. Je vous remercie à tous pour votre participation ce matin.